Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro du débat de jeudi. Aujourd'hui nous allons nous entretenir un petit peu sur l'actualité qui a mené notre continent en cette semaine. Et pour en parler, on sera avec Kekeli qui va pouvoir donner aussi ses avis concernant ces différentes actualités. Donc on va faire un petit tour au Togo, passant un peu à la Côte d'Ivoire et on terminera au Tchad. Donc restez scotchés, on revient dans quelques instants. Donc, merci à vous d'être restés toujours fidèles. Là, nous sommes de retour sur ce plateau afin de discuter un petit peu de l'actualité africaine. Salut Kekeli, comment vas-tu? Salut Tchapo, je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Et comme tu as pu le constater, dans cette semaine, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur notre continent, n'est-ce pas? Effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées, surtout le 4e mandat du président de la République du Togo, son Excellence Faure Eswazimana. Voilà, donc il vient de prêter le serment exactement le dimanche passé pour un 4e mandat. Je n'ai pas d'avis par rapport mais moi, je pense bien qu'il n'y a pas, c'est déjà joué, puisque en plus du corona, l'opposition n'a pas pu faire la manifestation qu'il faut pour pouvoir, puisque on va dire, le candidat malheureux Aguilomé, voilà, s'était plaint de ce qu'il n'y a pas eu la transparence, il n'y avait pas eu de transparence par rapport à l'élection, parce qu'avant les élections, ils étaient avec l'ambassadeur américain, et les critères normalement par rapport à la proclamation de ces résultats, c'est de le faire bureau de vote par bureau de vote. Donc eux tous ils étaient d'accord par rapport à cela. Mais après le soir du 22 février, qui était un samedi, le soir du 22 février, on a remarqué qu'en réalité ce n'était pas cela. Et c'est la première fois dans l'histoire du Togo, où on organise des élections le samedi et le dimanche en même temps, la CENI proclame les résultats. Ça, c'est du jamais. Bon, est-ce que c'est pas aussi une avancée aussi pour l'Afrique? Parce qu'on ne va pas toujours s'habituer à attendre une semaine, 2 mois, voire une grande durée pour pouvoir avoir les résultats. Mais oui, ça peut être... Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut saluer aussi? Oui, ça peut être quelque chose qu'on peut saluer de toutes les manières, mais dans la vérité, oui. Parce qu'on ne joue pas avec l'avenir de tout un peuple. Si il faut prendre un mois, une semaine, 2 semaines pour pouvoir proclamer les vrais résultats des urnes, ça ne me dérange pas. Mais prendre juste quelques heures pour pouvoir parler. On n'a pas une population aussi énorme, donc ça doit être quelque chose de rapide pour pouvoir compter le nombre de votants. Mais non, ce n'est pas une question de population énorme. Ce n'est pas une question de population, mais c'est une question d'éthique, c'est une question de normes, c'est une question de véracité dans ce que vous proclamez. Mais moi, j'ai un petit côté qui me touche un petit peu. Est-ce qu'il y avait une urgence, parce que vu qu'on parle de corona et autres, est-ce que cette cérémonie ne devait pas être reportée à une date ultérieure quand on va dire, la situation sera encore belle, où on peut se promener pour pouvoir le faire? Non, mais pourquoi le faire après? Parce que si on se projette dans cette optique de pouvoir faire l'investiture après, c'est pour faire quoi? C'est pour inviter les autres présidents à venir sur cela ou quoi? Parce que l'investiture... Ouais, en grande partie, les investitures dans presque tous les pays, c'est pareil. C'est-à-dire il faut avoir un griffe bien figuré que tu aies la légitimité du peuple, mais que les pays environnants aussi viennent te soutenir. Bon, donc c'est un peu ça. Donc déjà par rapport au calendrier de la Constitution, oui. Ce n'était plus possible de pouvoir dépasser cette cape du 3 mai sans faire l'investiture, parce que si ils dépassaient cela, ils allaient tomber dans le vide juridique, donc ce n'était pas possible de pouvoir le faire. Donc ils devaient respecter. Il fallait le faire forcément dans cette période. Effectivement. Est-ce que aussi la loi aussi prévoit pas, parce que vu que là c'est une situation qui
n'est pas programmé, c'est quelque chose... Non, mais de toute façon, l'investiture d'un président de la République, ça se fait comment? Tu prêtes serment devant la Cour constitutionnelle et devant les rocades du pays, c'est tout. Donc, s'il n'y a pas d'invités des autres présidents qui sont là, bon, il n'y a pas de problème là-dessus. D'autant plus qu'il y avait les ambassadeurs qui étaient là. Donc, c'est déjà un plus par rapport à cela. Donc, pour moi, il vient de prêter encore un serment pour un 4e mandat. C'est parti encore pour 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours comment je vais dire ça, cette souffrance dans le peuple. Ok, mais est-ce que, parce que moi je peux très souvent aussi, quand à ces genres d'élections en Afrique, l'opposant reste figé toujours sur l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas le moyen aussi de se remettre en cause, travailler encore on va dire, avec le peuple? Et pourquoi pas être comme un contre-pouvoir? Parce que si l'opposition prend l'Assemblée nationale, l'opposition prend la collectivité, est-ce que tout ça ne va pas permettre à, on va dire, contraindre le président qui est en place de pouvoir changer sa politique? Mais déjà, si l'opposition dans un pays arrive à prendre l'Assemblée nationale, c'est fini. Le pouvoir exécutif n'a plus de poids. Voilà, donc au lieu de boycotter les élections, il faut qu'il commence à travailler dans ce sens. Donc il ne faudrait pas que ça soit dans leur tête qu'on a perdu les élections présidentielles, c'est terminé, parce que dans beaucoup de pays, on a vu au Gabon avec Jean-Ping, voilà, on a vu même en Côte d'Ivoire avec la chute de Laurent Gbagbo. Les gens ne sont plus motivés à aller loin. Donc il faudrait que, moi je trouve ma part, il faudrait que les opposants là-bas se mettent à cœur de travailler encore davantage pour les prochaines élections, que ce soit les députés, les mairies, etc., qu'ils soient capables de... Ça, c'est une très bonne analyse par rapport à un pays démocratique, à un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Mais par contre, chez nous en Afrique, il n'y a pas la séparation des pouvoirs. L'exécutif domine sur le législatif et l'exécutif domine aussi sur le judiciaire. Oui, mais si, comme tu l'as dit toi-même, si on a une majorité de l'opposition, ou même à part égale avec... le pouvoir en place, moi je pense bien que ça va être comme un contre-pouvoir lors des décisions de voter les lois, etc. Parce que presque à chaque fois, quand on va dans des échéances électorales, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. Non, c'est le parti au pouvoir qui a décidé ceci, parce que nous étions en infériorité. Donc, s'il réussit à prendre plus de sièges, je crois bien que cela va peser. Oui, s'ils arrivent à prendre cela, ça va peser, c'est tout à fait normal, mais nous sommes dans un contexte en Afrique où, quand un pouvoir exécutif organise des élections, il doit toujours gagner. C'est ça l'Afrique. Oui, il doit toujours gagner, mais ça reste quand même une élection, donc ça veut dire qu'on aura toujours des camps qui vont s'affronter, et à la fin, le meilleur de ces camps-là va gagner. Donc, faut aussi déjà... l'adversaire met dans sa tête que son autre challenger est déjà plus fort que lui, mais il va de soi qu'il va perdre. Donc moi j'estime que si l'opposition dit avoir gagné ces élections-là, ça veut dire qu'ils ont encore des électeurs, ils ont encore des personnes qui les soutiennent. Donc il faut galvaniser encore cette troupe-là pour leur dire on a perdu les élections, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc nous avons encore les législatives qui sont là, nous avons encore les mairies. Il faut se battre pour pouvoir remporter le maximum de sièges afin de contraindre le pouvoir en place, de suivre la meilleure ligne. Dans un pays normal, normalement ça doit être comme ça, ok, l'idéologie aussi des opposants, mais vous savez en Afrique ce n'est pas ça. En Afrique tout le monde... Non mais si on fait en Afrique ce n'est pas ça, c'est comme si nous mettons, on se rappelle déjà à un certain niveau, on se dit qu'on ne peut plus avancer. Non, c'est pas qu'on ne peut plus avancer, mais c'est une réalité. Il faudrait qu'on touche la réalité du doigt. En Afrique, les opposants misent beaucoup plus sur l'élection présidentielle que sur les élections législatives. Oui, mais donc ça peut être le plus normal de changer de stratégie. Si on a effectué cette stratégie, ça n'a jamais fonctionné. On passe à une autre. Qui sait, peut-être avec cette solution-là, on peut faire renverser la vapeur. L'exécutif, le pouvoir aussi en place aussi ne sont pas dupes. Et ceux-ci savent que la vraie démocratie commence toujours par la base. Donc déjà, s'ils arrivent à voler le présidentiel, oui, ils vont toujours voler les législatives, ils vont toujours voler le local. Donc on va quitter un petit peu le Togo, vraiment c'est quelque chose qui passionne. Ben, on place nos bagages en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. En Côte d'Ivoire, on a eu, on va dire, deux situations durant la semaine. On a l'affaire Soro-Guillaume. On a aussi le Premier ministre aussi qui a été évacué en France.
Donc, quels sont les différents, on va dire, avis sur ces deux situations-là? Donc déjà, l'histoire par rapport à M. Soro Guillaume, après cette verdict de la justice ivoirienne, j'étais vraiment touché par rapport à cela parce que la Cour africaine a aussi statué par rapport à Soro Guillaume et a demandé à l'État ivoirien de pouvoir lever toute poursuite envers l'ancien député. Okay. Mais quelques jours après, on a vu que voilà, la justice en Côte d'Ivoire aussi a fait aussi son appel par rapport à Soro Guillaume. Il a été condamné 20 ans de prison. C'est vraiment quelque chose. Une amende aussi à payer. Voilà, une amende aussi à payer, une amende qui avoisine les milliards. Oui. Est-ce que le fait qu'on ait quoi, on a deux juridictions, la juridiction du pays qui prend une décision, celle de la Cour africaine aussi qui prend aussi sa décision, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de conflit, une question de, je peux appeler ça le leadership? Non, pas le leadership, je veux plutôt parler ici de la souveraineté, voilà, par exemple, des États. Est-ce que cette décision de la Cour africaine doit être au-dessus des décisions du pays? La décision de la Cour africaine ne peut jamais être au-dessus de la loi, de la décision de la justice du pays parce que le pays est souverain. La Côte d'Ivoire, c'est un État qui est en lui-même, il a son indépendance. Donc du coup, c'est ce qu'eux-mêmes décident qui doivent être appliqués sur le territoire ivoirien. Vous comprenez? Même si c'est vrai, nous sommes dans une communauté de la CEDEAO. Mais souvenez-vous aussi que ces mêmes cours-là aussi a pris une décision demandant à ce que l'État ivoirien essaie de revoir un petit peu, je vais parler concernant les élections, de revoir la composition de la CEI et l'État ivoirien a exécuté cette demande-là. Est-ce que d'une part, vous ne trouvez pas que c'est comme si cette commission-là encore, c'est encore plus importante que celle demande la recomposition de la CENI et que l'État ivoirien a accepté. Bon, ça c'est tout juste pour aplanir le chemin, okay, pour les scrutins à venir. Parce que tout le monde aujourd'hui maintenant parle de la paix, mais ça c'est juste pour la façade, tu comprends. Mais en bas, c'est autre chose qui se passe. Donc là maintenant, si l'État ivoirien était vraiment crédible, c'est dans cela qu'on devait comprendre une fois que la Cour africaine a demandé la levée de la poursuite par rapport à Soro Guillaume, il devait aussi laisser cette histoire de la justice ivoirienne, mais ça n'a pas été le cas. Donc il faut comprendre que dans toute chose, il y a toujours... tout le monde tire le drap de son côté, tu comprends? Tout le monde tire toujours le drap de son côté. Donc ça veut dire que lorsque la décision les arrange l'exécutif, si c'est pas le cas, mais si ça ne les arrange pas, ils partent toujours par les mais dans ce cas-là, ça nous pose un problème de légitimité de cette cour. Est-ce que finalement cette cour a son sens? Si chaque État... C'est pour ça que la cour n'a pas tellement son sens, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a demandé à quitter. C'est ça, la Côte d'Ivoire a demandé à quitter. Le Bénin aussi a demandé à quitter la cour. Okay. Voilà, donc il y a d'autres pays africains aussi qui vont suivre. Revenons à l'histoire de M. Guillaume Soro. Cette sanction, il a dit qu'il ne va pas baisser les bras, que lui va toujours se présenter à l'élection. Il sera toujours candidat. Il sera toujours candidat. Donc si lui aussi parle d'être toujours candidat, ça veut dire que lui aussi il a déposé, il compte sur quelque chose. Donc attendons de voir, mais moi tout ce que c'est une affaire à suivre, c'est sûr que éventuellement si nous avons des informations là-dessus, on y reviendra. Mais tout ce que moi je peux dire à mes frères ivoiriens, c'est que faites en sorte qu'il n'y a plus de sang qui coule. Donc là, on quitte la Côte d'Ivoire, on pose dans nos bagages au Tchad. Au Tchad, Idriss Déby qui a, on va dire, mené des opérations militaires dans le nord du Tchad pour pouvoir, on va dire, éradiquer une bonne fois pour tout le fléau du Boko Haram. Et cela a eu, on va dire, un grand succès puisque on en a parlé partout. Et lui-même est revenu en disant que son pays n'allait plus intervenir, on va dire, autre que sur son territoire. Donc je pense bien qu'il a dû avoir des frictions entre lui et les autres membres du G5 Sahel. Effectivement. Quelle est, on va dire, que soit ton appréciation par rapport à cette situation? Donc déjà, pour commencer, j'aimerais du fond du cœur remercier le président Itno, le président Idriss Déby Itno, par rapport à cette initiative, parce que c'était quelque chose qui était vraiment primordial pour l'Afrique. Parce que nous ne pouvons pas
nous lever du jour au lendemain et puis voilà, dans les informations, Boko Haram a fait des massacres dans ce village, Boko Haram, non. À un moment donné, il faudrait que ça cesse. Et encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette initiative parce que vous avez vraiment fait du très bon boulot. Vous avez éradiqué vraiment cette secte de Boko Haram, surtout au niveau du territoire tchadien, une partie au niveau du Niger et le nord-est aussi du Nigeria, donc encore un peu aussi au niveau du nord aussi du Cameroun. Ils ont aussi balayé un peu cette zone-là. Donc encore une fois, merci beaucoup par rapport à cela. Et c'est vrai qu'il a ressenti un peu, pas un peu, mais beaucoup de frissons parce que cette lutte en réalité, ce n'est pas seulement pour le Tchad, mais c'est pour tous les pays africains. Exactement, donc il devait avoir normalement, on va dire toute une... Mais pas toute une, il devait y avoir normalement la communauté africaine. Une union, la communauté africaine, soutenir maintenant le Tchad par rapport à cette lutte-là. Parce que n'oubliez pas, le Boko Haram, ça affecte le Nigeria. Le Nigeria, c'est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand le Nigeria est affecté, l'Afrique de l'Ouest est affectée. Ça affecte le Cameroun, Tchad, le Niger, le Mali, tout cela. Donc c'est quelque chose normalement que tous les pays présidents normalement en Afrique doivent prendre cela à cœur, et de pouvoir lutter là-dessus. Mais est-ce que aussi le manque de moyens aussi n'est pas un petit peu la raison pour laquelle ces États-là, on va dire, avancent un peu à reculons parce qu'ils n'ont pas la logistique qu'il faut pour aller contre ces différents groupes armés? Non, mais quand on parle de manque de moyens, ok, je vais envoyer là-dessus, mais admettons qu'aujourd'hui, ils en ont quelque chose. Le peu qu'ils ont, ils n'ont qu'à utiliser ça d'abord. Les armes qu'ils achètent, les munitions qu'ils achètent pour pouvoir tuer leur population dans les manifestations pacifiques à main nue, normalement, ils devaient prendre ces armes, ces munitions-là, aller combattre maintenant ou aller aider ces pays qui en ont besoin pour combattre le terrorisme, pour combattre le Boko Haram, pour combattre les djihadistes qui sont au Burkina, qui sont au Mali. C'est très important. Le peu qu'ils ont, utiliser cela d'abord et après maintenant, on va voir dans quelle mesure, à l'avenir maintenant, agrandir, augmenter cette garnison, cet arsenal de guerre que vous avez. Mais si vous avez tout cela et que vous l'utilisez pour votre propre population, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et le président tchadien a été vraiment frustré par rapport à cela parce qu'il avait sollicité plusieurs pays par rapport à cela, mais il n'a pas eu de réponse à cela. Mais Dieu merci que... C'est en ce sens que la partie solidarité africaine, on va dire, nous dérange un petit peu puisque on voit que quand il y a le mal, on demande une solidarité et il n'y a pas de réponse, on va dire, une grande affluence de la part des uns et des autres. Donc. Effectivement, mais quand on part à faire des tueries en France, des Français qui meurent, on voit nos chefs d'État qui quittent l'Afrique pour aller pleurer là-bas. Mais quand le Boko Haram tue nos jeunes filles, kidnappe nos jeunes filles au Nigeria, au Cameroun, tout cela, on ne voit pas nos chefs d'État qui partent pleurer dans les pays là. Donc arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie au moins. Mais moi je me dis une chose, après cette histoire de Covid-19 là, il doit avoir une assise des présidents d'Afrique. Ils doivent maintenant mettre leur pays devant, le continent africain devant. Sinon, non, ça va être très difficile pour eux. Ça va être très difficile pour eux. Ok, donc c'est, on va dire, avec cette dernière partie concernant le Tchad que nous mettons fin à ce tour d'actualité d'aujourd'hui. Nous avons eu un réel plaisir de vous présenter cette émission. Donc merci encore Kekeli pour ta présence et on espère que tu nous reviendras la prochaine fois avec d'autres éclairages encore tout au long de cette semaine. Donc n'oubliez pas de partager notre émission, d'aimer, commenter et tous ceux qui sont désireux de participer à l'émission, il y a notre adresse qui est là, vous pouvez nous écrire et certainement qu'on reviendra chez vous. Merci à vous. Merci beaucoup Tchabio, merci beaucoup chers internautes, likez et partagez, c'est très important. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, on revient juste sur les mesures de prévention contre le Covid-19. Effectivement. Donc celui de laver la main avec du savon et de l'eau, utiliser le gel hydroalcoolique, porter le masque et les gants. Voilà, respecter la distanciation. Et puis je crois bien que le corona ne passera pas par nous. Donc stop corona. Stop corona. Bye bye.